Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur le cycle de vie des abeilles. Ce n'est pas juste une question de biologie. Non. C'est une véritable saga royale, une histoire de pouvoir, de survie et de succession qui n'a rien à envier aux plus grandes dynasties. On parle ici d'un couronnement, mais d'un couronnement sanglant. Alors on est en droit de se demander, n'est-ce pas, comment est-ce qu'une colonie, cette société si incroyablement organisée, choisit sa nouvelle souveraine? Est-ce qu'il y a un vote, une sorte de consensus? Eh bien la réalité est bien plus sombre. La réponse est brutale. C'est par un combat à mort. Voilà tout. Ici, le trône, il ne se transmet pas, il ne s'offre pas, il se gagne. Dans une arène impitoyable où seule la plus forte, la plus impitoyable aura le droit de régner. Ok, alors, plongeons au cœur de cette bataille pour le trône. Mais avant de parler du combat lui-même, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Comment fabrique-t-on une prétendante au trône? Pour ça, il faut remonter un peu le temps. On va retourner à la source, à la naissance même d'une reine. Comment une simple larve est-elle choisie, ou plutôt façonnée, pour devenir une combattante royale? Et c'est là que ça devient absolument fascinant. Le destin d'une abeille, ouvrière ou reine, ne dépend pas de ses gènes, non, il dépend de ce qu'elle mange. C'est tout. Le secret, c'est la gelée royale. Une sorte de super aliment, une potion magique qui est donnée exclusivement aux futures reines. C'est ce régime de luxe qui déclenche tout. On peut dire que la royauté chez les abeilles se mange. Et tout ça, ça va très très vite. Au jour 0, l'œuf est pondu. 4 jours plus tard à peine, la larve éclot et commence son festin de gelée royale. Au jour 9, sa cellule est fermée, comme une chrysalide. Et 16 jours seulement après la ponte, la reine émerge. Une reine vierge, prête à réclamer son dû. Et voilà, on revient au cœur du drame, l'épreuve du combat. Parce que, bien sûr, la colonie ne prépare jamais une seule reine, au cas où. Le problème, c'est que plusieurs peuvent émerger quasiment en même temps. Et dans la ruche, il n'y a de place que pour une seule souveraine. C'est la loi. Elle est simple et absolue. Une reine, un trône. Pas de discussion. Donc, dès que plusieurs prétendantes apparaissent, une phase critique s'enclenche immédiatement. Ce n'est pas juste une querelle de famille, c'est la survie même de la colonie qui est en jeu. Pour s'emparer du trône, il y a alors 2 voies possibles. La première, c'est le duel direct, un combat sans merci entre les reines qui viennent de naître. La deuxième stratégie, c'est, disons, plus préventive. La première reine à éclore se lance dans une course contre la montre pour trouver les cellules de ses sœurs encore en développement et les éliminer avant même qu'elles ne puissent voir le jour. Et attention, il y a un détail absolument crucial ici. Ces combats ont lieu avant l'accouplement. Toutes les combattantes sont des reines vierges. Ça veut dire que la victoire, ce n'est pas seulement le droit de vivre, c'est le droit de donner la vie. Seule la gagnante aura le privilège de s'accoupler et d'assurer la descendance de la colonie. Bon, la bataille est gagnée, le trône est sécurisé. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Maintenant, la nouvelle reine doit s'embarquer pour la mission la plus périlleuse et la plus vitale de son existence, le vol nuptial. Et cette quête se fait en 2 étapes. D'abord, il y a les vols d'orientation. La jeune reine fait des petits tours autour de la ruche juste pour mémoriser les lieux, pour être sûre de retrouver son chemin. Une fois qu'elle est prête, c'est le grand départ pour les vols d'accouplement. Elle s'envole très haut, vers des zones bien précises où les mâles, les faux bourdons, l'attendent. Et là, le chiffre est assez incroyable. Durant ce voyage, une seule reine va s'accoupler avec entre 10 et 20 mâles différents. L'objectif, collecter et stocker suffisamment de sperme pour toute sa vie. Assez pour pondre pendant les 3 à 5 prochaines années. C'est une mission unique. Alors voilà, la bataille est derrière elle, la mission d'accouplement est accomplie avec succès, la reine peut enfin retourner à la ruche, cette fois pour de bon, pour commencer son véritable règne et sa tâche principale. Et c'est là qu'on voit son pouvoir absolu. Elle devient la seule et unique pondeuse, elle contrôle toute la démographie de la colonie. C'est simple, si elle décide de féconder un œuf en le pondant, ce sera une femelle, une future ouvrière. Si elle ne le féconde pas, ce sera un mâle, un faux bourdon. Elle décide de tout. Mais son rôle ne s'arrête pas à la ponte, loin de là. Elle est aussi le cœur chimique de la ruche. Elle émet en permanence des phéromones, des sortes de messages chimiques. Ce sont ces signaux qui unissent des dizaines de milliers d'abeilles en une seule entité, qui empêchent d'autres ouvrières de pondre et qui maintiennent la cohésion de toute la colonie. C'est elle qui fait de la ruche un super-organisme. Au final, quand on y pense, le destin de dizaines de milliers d'individus repose sur l'issue d'un unique combat. Un duel à mort. Ça laisse songeur, non? On peut se poser la question, existe-t-il une autre dynastie, dans le règne animal, ou même dans notre histoire, dont la succession est à ce point impitoyable?